Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et je voudrais vous remercier déjà d'avoir eu la patience et la vaillance d'attendre jusqu'à 15h30 en fin de séminaire et de rester pour nos interventions. Donc merci à tous. Et surtout merci à Denis de nous avoir conviés à parler des GHT. Je vais faire relativement court de manière à ce qu'on puisse laisser la parole à chacun des intervenants pour la table ronde. L'objectif, c'est d'avoir une discussion, c'est d'avoir des questions et de pouvoir dire ensemble ce que sont les GHT aujourd'hui. Alors on va commencer très rapidement en se disant que le premier impact des GHT, c'est que de 930 et quelques établissements de santé, tous ou presque sont dans 135 GHT qui ont été créés actuellement. On a au niveau national donc 135 GHT qui sont créés. C'était la première étape, la définition des périmètres, une étape qui est maintenant achevée. Il faut que nous considérions tous que les GHT sont des outils juridiques, certes, mais qui sont d'abord au service des professionnels de terrain. Ils doivent permettre l'expression de la capacité d'initiative des acteurs locaux. C'est très important de voir que chaque GHT sera très exactement ce que les professionnels décideront d'en faire. Le cœur des groupements hospitaliers de territoire doit porter sur le projet médical commun. La question que nous devons tous nous poser, que chaque acteur de GHT doit se poser, c'est comment travailler mieux ensemble pour améliorer la qualité du service rendu aux patients. C'est un petit rappel extrêmement simple, extrêmement basique peut-être, mais qui mérite toujours d'être énoncé. Pour vous donner un point de vue national sur la question, on va vous donner quelques chiffres. Alors c'est pour ça que j'ai fait des diapos. J'aime pas du tout les diapos normalement, mais là en l'occurrence c'est beaucoup plus facile pour se reposer sur des diapos pour avoir des chiffres en tête. Comme je l'ai dit, il y a donc 135 GHT sur le territoire national. Leur composition est assez hétérogène, ça va de 2 membres à 19 membres. En moyenne, on a donc 10 établissements membres autour des GHT qui ont comme établissement pivot un CHU, et 7 pour les GHT qui n'ont pas de CHU. Bon, c'est une information comme ça. On a 45 établissements publics médico-sociaux qui sont membres actuellement et qui sont membres dans 16 GHT. Alors, on ne va pas se le cacher, les établissements médico-sociaux, il y en a peu qui sont membres des GHT, d'autant que les 45 établissements qui sont membres actuellement sont souvent des établissements, comme vous le savez, en direction commune. C'est une question qu'il faudra qu'on se pose. Au niveau de l'ampleur géographique des GHT, actuellement, on a en moyenne comme en médiane, 30 km et 42 minutes à faire pour aller d'un établissement membre à l'établissement support du GHT. Et nous avons 168 établissements qui sont associés à des GHT actuellement. Ces 168 ces 168 associations, pour être extrêmement précis, correspondent le plus souvent à des associations avec le CHU, comme c'est écrit dans la loi, ou encore à des associations avec les établissements médico-sociaux qui sont plus tentés par cette modalité de coopération avec les GHT que par une intégration pleine et entière en tant que membre partie à la Convention constitutive. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif des GHT, c'est de mettre en place ensemble un projet médical partagé. Alors, qu'en est-il de la mise en place des projets médicaux partagés au niveau national ? Vous savez, il y avait une décomposition assez ferme contenue dans la loi. En tout cas, au 1er juillet, les projets médicaux partagés, les conventions constitutives devaient avoir des objectifs médicaux fixés. Alors, ça va de 2 à 104. J'avoue de ne pas avoir lu la convention où il y en avait 104, mais ça fait peut-être beaucoup. Encore une fois, il est important de voir que chaque GHT sera ce que chaque communauté professionnelle choisira qu'il en soit. En moyenne, on a plutôt 7 objectifs médicaux. Les objectifs médicaux qui sont le plus souvent désignés sont assez divers. On va de l'efficience à la coopération ville-hôpital et proximité, à l'attractivité, la mutualisation des fonctions, la qualité des soins, la collaboration hospitalo-universitaire, les valeurs soignantes, le développement des alternatives à l'hospitalisation et l'innovation et les nouvelles technologies. Comme vous le voyez, ils ont été assez larges et je suppose que dans vos établissements, en ce qui concerne en tout cas les objectifs médicaux au 1er juillet, vous avez été également assez large dans la définition de manière à ne pas se fermer des portes. En ce qui concerne les filières, alors un certain nombre d'établissements ont déjà identifier des filières avant même la date du 1er janvier 2017, ce qui montre une certaine maturité dans l'expérience coopérative.
61% des GHT ont déjà identifié des filières. Donc, alors, il est important de voir aussi que ce ne sont pas seulement les établissements qui étaient déjà en CHT auparavant qui ont élaboré des filières. Ce sont des établissements qui avaient, pour certains, anticipé la mise en place des groupements hospitaliers, qui avaient commencé, avant de se poser la question des fonctions mutualisées, qui avaient commencé justement avec la question des filières et qui donc, au 1er juillet, étaient déjà mûrs pour annoncer les filières sur lesquelles ils voulaient travailler. Là encore, on a une liste extrêmement hétérogène. En effet, parmi les filières les plus citées, on peut avoir gériatrie, psychiatrie, gynécologie, gynécologie obstétrique, cardiologie, imagerie, urgence, soins critiques, HAD, soins palliatifs et d'autres que vous voyez sur cette diapositive. Renvoyons à la question, bien évidemment, de qu'est-ce qu'une filière ? Parce que dans cette liste, vous voyez tout autant des disciplines que des pathologies, que des populations. Donc, qu'est-ce qu'une filière ? Pour le moment, c'est encore une fois ce que les professionnels ont décidé que ce serait. On n'a pas de définition nationale de filière, c'est donc la manière dont les professionnels de terrain ont choisi qu'ils devaient travailler ensemble qui fait foi en manière de définition de filière. En ce qui concerne la gouvernance des GHT, peu de GHT ont choisi d'élargir la composition du comité stratégique, peu de groupements ont décidé également d'un bureau du comité stratégique. En ce qui concerne la gouvernance entre guillemets médicale du GHT, on a 80% des GHT qui ont choisi d'avoir un collège médical. En ce qui concerne la CSIRMT, où les choix étaient moins nombreux, étant donné qu'il devait y avoir une CSIRMT de groupement, il est intéressant de voir que 75% des groupements ont choisi d'avoir une CSIRMT élargie. Alors, quand on dit élargi, il y a certaines choses qui vont quasiment de soi. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent des CSIRMT élargis tout simplement à la direction des écoles et des instituts, ou alors aux représentants du collège ou de la commission médicale. D'une manière générale, il semble que les présidents de CSIRMT aient choisi de refléter dans la composition de leur CSIRMT de territoire la composition de leur commission d'établissement. 70% des GHT ont choisi d'avoir un comité des usagers plutôt qu'une commission des usagers, en sachant également qu'il y a certaines incertitudes sur le sujet, étant donné qu'on a eu en même temps la création des comités des usagers au niveau des établissements et la création des commissions, des usagers au niveau des établissements et la création des commissions ou comités des usagers au niveau des GHT. Ce qui a occasionné une certaine zone d'incertitude dans un certain nombre d'établissements qui ont préféré s'en tenir à un comité des usagers en attendant d'en savoir plus sur les commissions des usagers d'établissements qui viennent remplacer les CRUC. Sur les autres instances, telles que le comité territorial des élus locaux ainsi que la conférence territoriale de dialogue social, on a des choses qui ne sont pas forcément très fixées dans les conventions, qui renvoient très souvent dans les conventions constitutives et qui renvoient très souvent au règlement intérieur dont la rédaction reste encore à venir. Il est à noter que dans une vingtaine de GHT cependant, et c'est intéressant pour les élus locaux, ils ont décidé d'élargir le comité territorial des élus locaux à l'ensemble des membres des conseils de surveillance de GHT. Ce qui, en l'occurrence, c'est sur des GHT avec une dizaine d'établissements. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans ce comité territorial des élus locaux. En ce qui concerne les fonctions mutualisées, qui est un point dur, sincèrement, c'est un point dur. La réflexion est assez avancée, en général, dans les établissements sur la question des achats et du système d'information. Alors, quand on dit réflexion avancée, ça ne veut pas dire qu'ils ont mis déjà en commun leurs achats, ça ne veut pas dire qu'ils en sont déjà un SDSI commun, c'est juste qu'ils ont fait une ou deux réunions, en fait. Mais, très honnêtement, au vu du délai très court dans lequel, justement, les GHT ont dû être mis en place, c'est déjà quelque chose de très bien d'être arrivé à réunir autour de la table les DSI des différents établissements, d'avoir éventuellement désigné un DSI qui serait référent du SDSI commun, etc. C'est déjà quelque chose qui est pas mal. Pareil sur la fonction achat. D'ailleurs, sur la question du SI commun, je vais faire un peu de pub à la FHF, on est un peu là pour ça aussi. Je vous renvoie au CODESI de la FHF, c'est-à-dire le comité des DSI de la FHF, qui est piloté par Sylvie Delplanque et qui produit régulièrement des fiches très intéressantes sur le sujet des systèmes d'info et qui élabore une importante doctrine et d'importants outils pour mettre en place ensemble le SI commun. En revanche,
peu de travaux ont été initiés. Alors peut-être que mes chiffres ou plutôt mes informations datent un peu parce qu'elles datent de mi-septembre, mais en tout cas à la mi-septembre, il y avait peu de travaux qui étaient initiés sur le DIM et la formation. Vraiment très peu. D'une manière générale, on peut noter qu'il y a encore énormément d'incertitudes sur les fonctions mutualisées, notamment sur une question extrêmement simple, qui est qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Ça, c'est quelque chose qui est encore très incertain dans la tête des professionnels de terrain, qui est encore très incertain dans la tête du ministère également, ce qui est un peu plus gênant peut-être, et qui de ce fait reste très peu précis dans l'application sur le terrain, alors que c'est quelque chose qui risque d'avoir des impacts juridiques, d'avoir des impacts forts en termes de mutualisation. Ça fait donc partie de nos points de vigilance. Voilà, j'en ai fini avec mes diapos en tout cas, je n'ai pas encore fini de parler, désolé, mais j'en ai fini avec mes diapos parce que c'est les seuls chiffres que je vais vous donner. Maintenant, on va passer à ce qu'on va appeler l'acte 2 des GHT. L'acte 2 des GHT, c'est la mise en œuvre du projet médical commun. On entre dans le cœur du sujet, on entre dans les choses importantes, la prise en charge des patients, la prise en charge territorialisée des patients, la prise en charge par les professionnels de terrain. On devra clarifier dans ce cadre-là la gradation de l'offre de soins en définissant l'offre de proximité, de premier recours à la spécialisation, dans un souci constant, comme je vous le disais, d'optimisation de la prise en charge. Ça doit relever d'une démarche médicale, d'une démarche soignante qui permette de donner du sens et de la cohérence au dispositif. On est tous conscients qu'il s'agit d'une transformation majeure. C'est pourquoi il y a un accompagnement que je vais décrire en 2 phases. Un accompagnement national qu'on a réussi à obtenir grâce à la mobilisation de la FHF et de notre délégué général, un accompagnement qui permet d'avoir des comités de suivi, des comités stratégiques, de la production d'outils, des guides métiers qui vont sortir, de l'accompagnement financier qui arrive pour les établissements et dont vous avez déjà été, auquel vous avez déjà été associés. Un plan d'accompagnement national auquel la FHF participe et qui permet la rédaction, la mise en œuvre d'outils au service des hospitaliers. En second lieu, la FHF met aussi en œuvre son propre dispositif d'accompagnement auquel les adhérents, c'est-à-dire vous, faites déjà appel. On a notamment une hotline juridique qui est pilotée par Madame Elibaz, qui est juriste, et je vous invite encore une fois à l'appeler ou à lui envoyer un mail si vous avez des questions d'ordre juridique. Je ne sais pas pour lui donner du travail, elle en a déjà beaucoup, mais on est là pour vous. On est là pour ça et ça nous fait plaisir quand on vous a au téléphone, que vous nous faites des remontées de terrain, que vous nous posez des questions, ça nous permet aussi d'animer le réseau, donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une FAQ qui est disponible sur notre site internet qui permet de répondre d'une manière assez structurée aux questions qui reviennent le plus souvent. Les questions qui sont revenues très souvent, c'était sur la composition du comité territorial des élus locaux, la question des différentes consultations avant l'adoption de la convention constitutive, de quelle démarche qualité on met en œuvre ensemble. Des questions comme ça auxquelles on a répondu dans le cadre d'une FAQ qui est disponible sur notre site. Et enfin, depuis peu, nous avons une mission d'appui aux projets médicaux partagés. Comme je vous le disais, c'est le cœur du sujet, qui est piloté par les docteurs Martineau et Muller, qui sont là pour apporter un appui technique aux professionnels de terrain et que vous pouvez également solliciter à votre guise sur l'adresse que je vous mettrai en fin de diapositive. Comme l'a dit Monsieur le Président de la FHF Bourgogne-Franche-Comté, le rôle de la FHF, ce n'est pas seulement d'accompagner les changements, c'est d'être également extrêmement vigilant. C'est d'être très très vigilant sur ce qui se passe sur le terrain de manière à pouvoir le remonter et apporter ces points de vigilance à la connaissance des acteurs institutionnels nationaux. La mise en œuvre du dispositif des GHT doit bénéficier des appuis indispensables pour mettre en place de manière effective des projets collectifs et convergents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser travailler les acteurs de terrain. Appuyez-les, n'interférez pas dans leurs relations. Une approche territoriale constitue forcément l'assise des GHT. La FHF sera donc vigilante à ce que les pouvoirs publics puissent prendre des mesures nécessaires pour adapter le dispositif aux réalités qui émergeront du terrain. J'ai l'impression d'avoir beaucoup dit ce mot-là, mais c'est très important, vraiment. Le dispositif doit être adapté aux réalités qui émergeront du terrain dans le cours de l'application des GHT. Les questions que nous voyons remonter concernent beaucoup de sujets et ce sont autant de points de vigilance sur lesquels nous appuyons et sur lesquels nous espérons et nous arrivons à obtenir des réponses. Il y a des interrogations sur la mutualisation des achats. Comme je vous le disais, la question est très bête mais très importante. Qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Pour le moment, ce n'est absolument pas éclairci. Il y a un risque
politique, il y a un risque légal, il y a des risques trop importants pour qu'on laisse cette question indéfiniment sans réponse. Nous allons demander des réponses et nous en obtiendrons. Les modalités éventuelles de transfert d'activité sont du même ordre, en fait. Il y a des risques légaux, des risques politiques, si je puis dire, en fait, c'est-à-dire des risques de dysfonctionnement grave des GHT si on n'arrive pas à mettre en place des modalités de transfert d'activité qui soient satisfaisantes. Et enfin, nous appelons à certaines clarifications, si ce n'est des évolutions légales et réglementaires, sur les moyens de gérer les ressources humaines sur le territoire. Se pose également la question, et nous l'apportons notamment avec le docteur Muller, qui est missionné sur la question chez nous, la question de l'articulation des GHT avec la prise en charge psychiatrique et l'articulation avec les communautés psychiatriques de territoire. La FHF pose des questions et nous proposons des ajustements également. Je vais conclure. Il est important de faire des GHT le pilier et l'instrument de la modernisation et de la territorialisation de l'offre de soins du système de santé. C'est un pari gagnant, un pari que nous prenons tous, à condition, et c'est une condition sine qua non, de faire confiance aux acteurs locaux, de ne pas imposer arbitrairement des organisations figées et de mettre toujours au cœur des préoccupations la construction et la mise en œuvre d'un projet partagé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci bien. Comme on dit à la fin des vidéos YouTube, n'hésitez pas pardonnez-moi. Est-ce que vous pouvez remettre la diapo, s'il vous plaît? Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site, à nous envoyer un mail à ght@fhf.fr. Merci beaucoup.